Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois un duo, Dopamoon, qui est formé de Virgile et Francesca, qui sont avec moi. Comment allez-vous ? Très bien, ça va. Merci de nous avoir invités. C'est avec grand plaisir. En plus, vous avez sorti il y a quelques semaines votre album qui s'appelle Dopalova, un album de 11 titres survitaminés qui sont parfaits pour cette saison estivale. Eh oui, on a fait notre mieux pour tomber pile poil pour cet été. Avant de parler de ce nouvel album-là, je voulais savoir quel était votre premier souvenir lié à la musique dont vous vous souvenez. Moi, c'est les vinyles de mon père. Il avait quel genre de vinyle ? Des vinyles des années 60, 70, un peu psychédéliques. Ça allait de la bossa nova jusqu'au vieux rock des années 70, quoi. Pour moi, je pense que c'est plutôt des jeux pour bébés type Fisher-Price. Des petits carillons, des choses qu'on met sur les berceaux. Je sais plus ce que c'est cette chanson très connue, mais qui est très très belle et très nostalgique. Qu'on met sur le berceau des bébés Fisher-Price. Et puis après, moi c'est pas mal des choses un peu bizarrement un peu country, j'ai envie de dire, parce que quand j'étais tout petit, je regardais Shérif Fais-moi peur, qui est un générique country avec Waylon Jennings, ou alors je me souviens de cette chanson qui est le générique d'intro de Robin des Bois de Disney, qui est sifflé, oui. Avec le coq, et pareil, c'est un peu une chanson folk country en fait. Et voilà, je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé la country, et mes parents en plus sont habités fin 70 début 80 au Texas, et donc je sais pas pourquoi, j'ai toujours été un peu fasciné par par les chapeaux, les bottes, les cow-boys, tout ça. Donc j'ai toujours eu un petit côté country en fait. Je suis pas sûr que ça s'entende dans la musique de Dopamoon, mais voilà, moi c'est un peu. Moi je trouve un peu genre le corps de Robin des Bois, on l'a un peu. Hein. Ah ouais, d'accord. De toute façon, on a toujours des influences, en premier par nos parents, parce que forcément on est beaucoup avec eux quand on est enfant, mais après, de toute façon, ça nous forge, et ça fait forcément sens. Même si c'est sûr qu'on n'entend pas on va peut-être pas dire il y a la référence du Robin des Bois dans votre musique, mais il y a forcément une référence quelque part. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont digérées ou inconscientes dans la musique de Dopamoon, et parce qu'on n'a pas forcément les mêmes parcours, on n'est pas on n'a pas 15 ans non plus, et puis je pense qu'on est des gens qui plutôt curieux, qui ont écouté des choses très très variées, et donc ça se ressent dans la musique au final, quoi. Et justement, t'évoques vos parcours. Avant de parler de Dopamoon, je voulais savoir justement quel était votre parcours, comment est-ce que la musique est rentrée dans votre vie ? Moi, c'est venu encore une fois grâce à mon père qui jouait un peu de guitare, et ça a commencé par là, et les vinyles, comme je disais tout à l'heure. Après, petit à petit, j'ai fait des études. Je commençais par des études de dessin animé, et je me retrouvais à faire le son de tous mes camarades de classe. Et à la fin, tout le monde me demandait tu peux me faire la musique s'il te plaît et tout. Donc après, je me suis dit je vais peut-être switcher et passer un diplôme de musique assisté par ordinateur. Et moi, c'est plutôt j'ai commencé vraiment à faire de la musique en étant fan de Nirvana, d'Oasis, plutôt des groupes à guitare. Et c'était l'instrument un peu de prédilection pour commencer à faire de la musique, parce que c'est le plus simple, le plus facile, le moins cher, j'ai envie de dire. Donc moi j'ai plutôt une formation rock au départ, rock garage, je viens plutôt de là. Et puis après, le fait d'avoir plutôt forgé ma culture musicale dans les années 90, j'ai été influencé par les Beastie Boys, Daft Punk, Chemical Brothers, Fatboy Slim,
dans d'autres courants, type de John Spencer Blues Explosion, voilà, des groupes. Et un peu plus tard, après, même si j'ai moins suivi cette scène-là, mais c'est ce qui a donné après peut-être naissance à des projets comme Gorillaz, voilà, des projets qui sont assez hybrides en fait, qui vont piocher dans plein de styles différents, dans de la librairie française, dans de la funk américaine, dans du punk, dans du reggae, dans du dub, dans de l'électro, dans de la house de Chicago, voilà. Donc en fait, j'ai toujours eu un peu une oreille qui écoutait beaucoup de choses très différentes et pas juste du grunge ou de la Britpop, même si j'aimais beaucoup ça. Et voilà, je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup construit dans ma façon d'écouter de la musique. Et d'ailleurs, maintenant, j'écoute toujours des choses très variées et c'est ça que j'apprécie dans certaines carrières d'artistes, c'est ceux qui arrivent à mélanger plein de choses et qu'on n'arrive pas forcément à mettre dans une case évidente. Et d'ailleurs, c'est souvent un peu, évidemment, c'est toujours dur de se décrire, mais c'est ça qui fait que je pense que c'est même pour nous, c'est très dur d'expliquer ce qu'est Dopamoon, même entre nous deux. Je pense qu'on sait pas vraiment en fait. Mais c'est ça qui nous plaît. Tout à fait. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux? Parce que vous avez des parcours qui sont un peu différents dans ce que vous décrivez en tout cas là. Écoute, alors c'est Guillaume Leroyer qui avait fait mon site internet, qui m'a donné le contact de Francesca, parce que je pense qu'il s'était dit que ça collerait bien, et bah c'est le cas. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'on se connaît, non? Ouais, voilà, c'est par là. Et en fait, moi, j'avais fait des démos vraiment très do-it-yourself, très lo-fi, avec une guitare acoustique désaccordée que j'avais directement enregistrée sur un Mac, sur GarageBand, mais sans passer sur par téléphone un micro, aussi. Ouais, ou sur téléphone, sur iPhone, avec le mode dictaphone. Voilà, donc vraiment des choses très, des bouts de démos. Et je sais pas pourquoi, je me disais, bon, ça sonne pas si mal que ça. Et je les ai envoyés à Virgile et je dis, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Et très vite, vu que Virgile a un talent d'arrangeur, de développeur, enfin, il arrive assez bien à faire accoucher des idées et voilà, à détricoter, à faire tirer les ficelles. Et ben au final, il a réussi à commencer à construire des bouts de chansons avec ces quelques, ouais, c'était des arpèges, des riffs, enfin vraiment des choses très pas très construites. Et voilà, et progressivement, on s'est dit qu'il y avait un univers à construire, qu'il y avait voilà, qu'on arrivait à définir les contours de choses qui nous plaisaient et voilà, qu'on allait pouvoir évoluer dans un cadre qu'on était en train de construire. Et voilà, et progressivement, de fil en aiguille, on s'est mis à faire un peu cette technique. Et d'ailleurs, on garde toujours un peu cette technique. Au final, il y a beaucoup de choses qui se font à distance. Parfois, on se voit, parfois, on se voit pas. Parfois, c'est des prises, entre guillemets, très professionnelles en studio avec le bon micro, la bonne carte son, voilà, les instruments bien accordés, bien réglés et tout. Et parfois, il y a des choses qui sont complètement fausses, avec beaucoup de grains, du souffle, voilà, qui sont juste faites à l'iPhone ou sur le GarageBand. Voilà, c'est ce mélange-là qui nous plaît, c'est ce côté mi-amateur, mi-professionnel, voilà, qu'on se complète bien, quoi. Ouais, beaucoup d'échanges de mails, de télépathie. De plus en plus de télépathie. Plus on se connaît, plus c'est. Tout à fait, ouais. Plus il y a de la télépathie. À force de côtoyer les gens, après on apprend presque à penser en une personne. Enfin, c'est-à-dire que quand tu penses à un truc, presque la personne t'envoie un message ou te dit ah tiens, est-ce que. Ouais, tout à fait, parce que comme on a à peu près le même background, donc on s'y retrouve et en effet avec l'habitude, en quelques mots, on se comprend, je pense. Voilà, disons que les premières chansons, le premier album était entre guillemets plus difficile à accoucher. Non pas que c'était douloureux, mais ça a été plus long. Alors que le second album s'est fait de manière un peu plus fluide, un peu plus rapide, parce que ben voilà, on se connaît, on connaît nos réflexes, nos limites, et en même temps, ben on avait un peu plus défini notre palette d'expression, les couleurs qu'on aimait,
voilà les structures qu'on aimait, les arrangements qu'on aimait. Donc on se connaissait un peu plus, et donc voilà, il y avait on avait un peu essuyé les plâtres sur le premier qui partait un peu plus dans tous les sens, et le second est peut-être un peu plus ramassé, et voilà, fait qu'on a une habitude de travail qui est unique, mais qui fonctionne, quoi. Et d'où vient votre nom Dopamoon? Parce que quand on entend Virgile, Francesca, on se dit pas que ça va donner un mot comme Dopamoon. C'est vrai, Virgile Alien, c'est déjà un nom et un prénom assez fou, mais c'est la vérité, c'est même pas inventé, ça. Et après Dopamoon, c'est plutôt on aime bien les contractions de mots, les jeux de mots, les hallucinations auditives, et puis comme on a dit, les choses un peu hybrides, que ça soit en art en général ou en musique. Et Dopamoon, voilà, c'était le mélange du terme dopamine, et qu'on a rendu de manière un peu plus cosmique en mettant moon, voilà, parce que voilà, on trouvait qu'on avait une musique qui rendait les gens plutôt heureux, plutôt qui donnait de l'énergie, et qui avait en même temps ce côté un peu fantastique, un peu cosmique, qui n'était pas complètement terrien. Je veux dire, c'est pas de la musique terre à terre du quotidien qui décrit des choses très triste ou mélancolique, ou du quotidien. Donc il y a un côté vraiment évasion, un peu, voilà, on dépasse les frontières, et voilà, on trouvait que ça marchait bien, ce côté, voilà, on écoute Dopamoon, et tout de suite on est dans une autre galaxie, dans une autre dimension, voilà. C'était un peu ça l'idée. Et puis surtout, c'est facile à dire et puis à retenir, et donc voilà, on aime bien les choses simples, concises, voilà. Pour reprendre ce que tu viens de dire, c'était un objectif aussi de faire en faisant la musique tous les deux, de permettre aux gens de s'évader et de profiter de la musique et de les rendre aussi heureux. Ah bah oui, ça c'est pour ça qu'on fait de la musique, hein, je pense. Oui, bien sûr. Je pense qu'on fait de la musique, déjà pour nous, parce que voilà, nous deux, ça nous amuse et on est content, on est fiers, voilà, de faire cette musique-là. Et voilà, c'est un espace de jeu, c'est très ludique, voilà. Après, je me mets pas forcément moi dans la position du public lambda, ou du musicien. Je fais pas de la musique que pour me faire plaisir ou dans l'espoir de toucher les gens, mais je me dis, qu'est-ce que moi, en tant qu'auditeur, j'aimerais entendre. Et je pense que voilà, c'est un peu ça qu'on s'est fait comme musique. On a créé un espace sonore, un espace artistique qui nous plaît déjà à nous en tant qu'auditeurs, voilà. Et je pense que c'est ça quand on se dit qu'une chanson de Dopamoon est terminée, voilà, on se dit, nous, est-ce qu'en tant qu'auditeur, est-ce qu'on la kiffe, est-ce que ça nous fait plaisir à écouter, voilà, plutôt que se dire est-ce que ça va toucher des milliers, des millions de gens, ça on peut pas le deviner, mais voilà, si déjà en tant qu'auditeur, moi je me dis, je suis content de l'écouter, ma chanson, je me dis, il y a peut-être d'autres gens qui vont être contents de l'écouter, même si voilà, parfois on a fait 150 versions, 200 démos, 300 mix, 5 mastering, voilà, les gens connaissent pas forcément le truc, mais si nous déjà on s'en est pas lassé, malgré ce travail de production, d'affinage, je me dis, voilà, on a fait notre travail, et puis après, advienne que pourra. Tout à fait, ouais, c'était un travail assez, comment dire, addictif. Parfois fastidieux, mais en tout cas addictif. Ouais, et le résultat nous semble, voilà, en tout cas plutôt jouissif. Donc voilà, si nous on en est content, voilà, on se dit, ça va peut-être être communicatif, quoi. Tout à fait. Il y a des morceaux qu'on a fait en très vite. Voilà, il y a beaucoup d'allers-retours. Parfois, on se dit qu'on a une première version qui est super efficace et que ça va aller très vite. Et puis en réalité, on met ou 12 mois à l'affiner. Mais justement, le but du jeu, c'est qu'à la fin, quand nous, en tant qu'auditeurs, on va l'écouter, ça nous semble très fluide et très simple, et qu'on se dise waouh, qu'on sente pas qu'on a fait, enfin que ça se voit pas qu'on a fait des efforts. C'est important pour nous que la chanson reste, notre musique reste accessible, pop,
voilà, qui a un côté communicatif très simple, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est pas parce que c'est pas parce que l'écoute est facile que le processus créatif l'a forcément été, mais ça c'est notre problème. Puis c'est encore plus beau finalement d'avoir l'impression que c'est facile, mais comme quand on voit un musicien ou un chanteur, on se dit oh, on peut faire la même chose. Pas du tout. Bon courage. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où finalement, pour vous, c'est. Enfin, pour quelqu'un. Enfin, comment dire? En fait, on a l'impression que c'est facile et c'est là où en fait le pari est gagné. Tout à fait. Voilà, exactement, c'est ça, tout à fait. Et j'ai même envie d'aller plus loin, en fait, c'est que une chanson nous paraît souvent terminée en réalité quand on se met voilà dans la position de l'auditeur et qu'au final on sait même plus ce que nous on a fait en tant qu'artiste et qu'on se dit en fait ça sonne bien, c'est cool, mais on sait même plus vraiment ce qu'on a joué. Et d'ailleurs si on devait la rejouer ou la réexpliquer ou la refaire, ça serait pas possible. Et d'ailleurs c'est un peu notre angoisse de nous dire si jamais un jour on efface une session ou alors si jamais on est en train si jamais on perd notre disque dur et qu'on efface les choses, on ne sait pas comment faire parce qu'on pourrait pas refaire. Et c'est vrai que c'est très compliqué en réalité. Voilà, on laisse pas mal libre cours à notre imagination. Voilà, on dérive et après on fait un travail de sélection, d'affinage, d'édition, d'editing pour trouver ce qui est bien dans la matière qu'on a créée. Mais c'est pas forcément toujours hyper évident pour nous de nous y repérer parce qu'il y a beaucoup de choses et voilà, à la fin l'idée c'est que ça sonne simple et limpide alors qu'en réalité on sait pas forcément toujours comment on a fait. Ouais. D'où le côté un peu peut-être cadavre exquis ou psychédélique, voilà, que mentionnait Virgile. Voilà, ça vient peut-être un peu de là. Tout à fait. Notre devise, c'est less is more. Vous vous définissez comme un duo de producteurs, même si vous êtes des artistes aussi, mais l'un n'empêche pas l'autre de toute façon. Mais est-ce que vous pouvez expliquer à celles et ceux qui nous écoutent en quoi est-ce que ça consiste d'être un producteur et pourquoi vous définir comme des producteurs? Virgile, je te laisse dire. C'est surtout Virgile le producteur du duo en réalité. Comme on disait tout à l'heure, c'est d'arriver jusqu'au bout d'un morceau, d'une chanson. Ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de temps. Et comme je disais, c'est au bout d'un moment, ça devient carrément addictif. Même, j'avoue, parfois, je passe tellement de temps sur un morceau. Quand je m'endors, je vois les pistes de mon ordinateur. J'ai carrément le morceau dans ma tête avec toutes les pistes et je me dis tiens, je pourrais refaire ça, déplacer ce bloc, le remettre là, jouer avec ça, virer une caisse claire. Donc je dirais en tout cas que c'est vraiment c'est addictif, mais c'est aussi un boulot qu'on fait à deux. Comme on disait, il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'échanges et c'est très agréable de travailler avec Francesca parce que tout de suite ça répond et ça fait monter la barre. Donc on peut aller encore plus loin à chaque fois et pour moi c'est un régal. Ouais, voilà, c'est vraiment la somme de nos deux profils qui fait qu'on arrive à créer cette musique-là, mais je pense que séparément on n'y arriverait pas. Et voilà, alors Virgile a peut-être plus un côté technicien, geek, voilà, magicien de studio, voilà, parce qu'il a ce profil plus ingénieur du son que moi je n'ai pas. Moi j'ai peut-être plus un côté directeur artistique, arrangeur. Voilà, je suis moins technique, mais voilà, on se complète sur nos visions, sur nos savoir-faire, et c'est ça qui donne ce côté excitant. Et en fait, on arrive quand même à développer un vocabulaire commun et à se parler, à se comprendre, à échanger. Et voilà. Et c'est ça. Alors peut-être que on avancerait plus vite chacun séparément, mais en tout cas, on avancerait moins bien et moins loin, je pense. Et c'est ça qui fait que on arrive à envoyer cette musique dans le cosmos au final. C'est parce qu'il y a une part de choses qu'on ne contrôle pas vraiment.
Vous évoquiez tout à l'heure votre premier album. Et d'ailleurs, on vous Ouais, a surtout découvert avec un titre qui s'appelle Reine de l'attitude. ouais. Votre premier album, il porte le nom de votre groupe. C'était une envie de sortir un premier album en l'appelant comme vous? Est-ce que c'était une forme de présentation un peu? Je te laisse répondre là, Olivier. Moi, Oui, je je pense pense que que oui, oui. tout à fait. Le premier album, c'est un peu un assemblage de démos, de premiers jets, de premières choses. Voilà, ça part dans beaucoup de directions. Donc, c'est un peu un manifeste, c'est un peu la naissance. Donc, il est moins réfléchi. Il est, il est quand même spontané. Donc, un premier projet, c'est toujours un peu dur en fait de. Voilà, j'ai toujours tendance à dire que c'est en réalité le second album qui est le vrai premier album parce que c'est on se connaît mieux en fait. Voilà, c'est plus un album CV, le second album, parce que on se connaît, on sait qui on est, on se définit mieux, et en même temps on est toujours en train de grandir. Voilà, alors que le premier album, c'est vrai que on a mis plus de temps à le faire. On a aussi été aidé par une troisième personne qui était notre réalisateur, notre arrangeur qui s'appelle Plaisir de France, qui nous a beaucoup aidé sur la genèse du son. Voilà. Alors que sur le deuxième, au final, on a été vraiment que nous deux. Parce qu'en fait, on s'est dit qu'on savait, voilà, on se connaissait mieux, on était capable de se gérer nous-mêmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné le terme, voilà, se créer un cadre. Et je pense voilà que sur le premier album, on avait besoin d'une tierce personne un peu pour nous pousser dans nos retranchements ou nous délimiter parfois. Et le deuxième album, on savait un peu mieux ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on ne pouvait pas faire. Et donc voilà, on a pré-mixé, même on est allé jusqu'au pré-mix, quasi mix de l'album tout seul, même si après il y a quelqu'un qui l'a mixé et une autre personne qui l'a masterisé. Mais en tout cas, voilà, on a été capable d'aller beaucoup plus loin, juste nous deux, et c'est ça qui est jouissif aussi, c'est de se dire, on progresse, on avance, on n'est pas, c'est pas un parcours constant. Voilà, c'est ça qui est agréable, c'est de découvrir des nouvelles fonctionnalités, de nouvelles possibilités tous les jours. Et parce que votre deuxième album, vous l'avez finalement sorti assez vite après le premier. Alors le deuxième, il s'appelle Zoom In et Zoom Out. Et c'est vrai que vous l'avez quand même... Alors c'est un album de remix, donc c'est pas exactement la même chose. Enfin, Dopa Lova qui est sorti là il y a quelques semaines, c'est pour nous le vrai second album. Zoom In Zoom Out, c'est la version remix extended du premier album Dopa Moon. Ouais. Mais effectivement, c'est quand même du travail de sortir des remixes aussi. C'est pas on a passé beaucoup de temps quand même sur les remixes aussi, même si on délègue la production à d'autres artistes. C'est quand même du travail de direction artistique et puis de coordination, voilà, pour que ça nous ressemble. Oui, parce que sur chaque titre de cet album-là, ou de cette extension, comme tu l'as dit, il y a quand même une collaboration. Donc, en fait, il faut quand même prendre le temps à chaque fois de travailler avec les personnes avec lesquelles vous travaillez pour chacun des titres. Oui, parfois, les guests chanteurs qu'on a invités, parfois ils étaient à l'autre bout du monde, parfois ils sont venus dans mon studio pour enregistrer, et c'est vrai qu'à partir de là, c'est là où il y a la magie. Tu vois le morceau qui se fait, qui devient réel petit à petit, et c'est un vrai kiff, quoi. Ouais, quelque chose qui est important de mentionner, effectivement, donc, on a parlé des remixes, mais c'est vrai que la musique de Dopa Moon, ça complète sur la question sur le fait qu'on est des producteurs avant tout. La musique de Dopa Moon n'existerait pas sans les intervenants extérieurs qui sont les chanteurs qui prêtent leur voix et qui écrivent les paroles sur nos titres. Donc c'est un gros travail, pareil, entre guillemets, de faire le casting pour trouver des personnes qui sont compatibles avec notre univers, notre musique. Après, il y a beaucoup d'échanges sur les paroles, parce que voilà, faut que ça reste dans notre ADN. Et puis après, on a beaucoup de travail. Une fois que les prises sont faites,
soit à distance, soit à Paris, dans le studio de Virgile, pour après faire de l'editing, de l'arrangement, du traitement, pour que justement ça ait l'air fluide et qu'on se dise en écoutant ah c'est une chanson de Dopamoon, alors qu'on a pu bosser avec une japonaise ou un brésilien, voilà, mais au final les deux chansons elles cohabitent sur le même album et quand on écoute on se dit pas que c'est n'importe quoi, on se dit ah bah non c'est complémentaire, on comprend bien que c'est issu des mêmes sessions, des mêmes cerveaux. Donc ça c'est vraiment important pour nous, voilà, de faire ce travail pour qu'à la fin ça soit écoutable de manière fluide. C'est même très important aussi qu'il y ait, même s'il y a tout un tas de personnes qui collaborent, avec lesquelles vous collaborez et qui interviennent sur les différents titres, qu'il y ait quand même un ADN, et le vôtre, et comme tu l'as dit, c'est important qu'en entendant une chanson, on se dise « Ah ouais, c'est Dopamoon, quoi ». Même si la voix change forcément d'un titre à l'autre. Tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai mentionné le fait qu'on était do it yourself, qu'on avait un côté lo-fi, mais par contre, ça veut pas dire qu'on n'est pas perfectionniste et qu'on ne fait pas attention. Voilà, il y a beaucoup c'est un travail très minutieux. On se prend beaucoup la tête sur plein de détails. Parfois, on laisse des erreurs exprès aussi, mais en tout cas, c'est pas du tout fait de manière, c'est pas du tout fait par-dessus la jambe. Voilà, voilà, même si on peut revendiquer ce côté parfois psychédélique ou punk, ça reste quand même du travail. Travail d'orfèvre, c'est pas à nous de le dire si c'est du travail d'orfèvre, mais en tout cas, voilà, on est quand même plutôt minutieux et sérieux en réalité dans la façon d'agencer les titres, les pistes, les séquences. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous demande beaucoup de travail et d'attention. De garder notre patte, notre style, pardon. Ça, c'est très important, que c'est comme ça qu'on garde notre unité à travers chaque morceau, même s'il y a un chanteur différent à chaque fois. Bien sûr, après de toute façon c'est l'ADN de votre groupe, et comme c'est l'ADN de chaque artiste, c'est aussi très important que même si dans les années passent et les albums passent forcément, vous évoluez aussi et vous collaborez pas forcément avec les mêmes personnes, ce qui fait que on retrouve quand même l'ADN de votre premier album, de l'album avec les remixes, on retrouve de ça dans ce nouvel album-là. Tout à fait. On essaye, voilà, de faire en sorte que ça soit cohérent. Alors, on n'a pas forcément de cahier des charges très précis quand on collabore avec un chanteur ou avec un remixeur, mais en tout cas, on essaie de voir s'il y a des appétences communes, s'il y a des points d'accroche qui font qu'on se dit est-ce que c'est suffisamment souriant, cosmique, psychédélique, est-ce que c'est suffisamment communicatif, partageur, un peu foufou, voilà, on a plein de petits adjectifs, voilà, de petits critères, mais c'est ça aussi qui rend je parlais de casting tout à l'heure, mais c'est ça qui rend aussi les collaborations parfois assez difficiles à trouver, parce que je pense qu'on fait une musique qui est assez à part dans le monde actuel, en tout cas en France, et trouver des artistes qui peuvent matcher avec nous, c'est pas toujours évident. Et justement, on se fait souvent la réflexion en disant on cherche un chanteur ou une chanteuse pour telle chanson, et on écoute beaucoup de playlists, voilà, beaucoup d'albums, beaucoup de sorties, et souvent on tombe sur des profils très mélancolique ou nostalgique ou dépressif ou déprimant, c'est selon, voilà, et au final on a besoin de cette touche quand même un peu de fantaisie, un peu de second degré, d'entertainment, effectivement, qu'on retrouve plus facilement chez des artistes étrangers. Alors après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'artistes français, et la preuve, on en a trouvé, mais c'est pas voilà, on collabore pas avec n'importe qui, n'importe comment, parce que on est obligé, voilà, qu'il y ait l'étincelle un peu de folie qui match avec notre musique, et que ça ait l'air coloré en fait. Vu qu'on parle de cet album, je vous propose qu'on écoute le premier extrait que vous avez dévoilé, qui a un titre en français qui s'appelle Par hasard. Et on en parle juste après. Ça marche. Merci.
toi, tu regardes un petit film qui te fait penser à moi. Et si par hasard, à ce moment exact, tu regardes par la fenêtre et on fait du eye contact. Et si par hasard, et si par hasard, et si par hasard, tu sors, tu m'embrasses. Et si par hasard, et si par hasard, et si par hasard, et si par hasard, tu sors, tu m'embrasses. Si par hasard, tu perds ta voix, t'oublies comment parler, le moment où tu me vois. Et si par hasard, tu fermes les yeux, tu te souviens de tout, de nous, tous les deux. Tranquille, sereine, jamais de problème. Ça te manque pas tout ça? T'as plus envie de moi? Et si par hasard, et si par hasard, et si par hasard, tu sors, tu m'embrasses? Et si par hasard, et si par hasard, et si par hasard, et si par hasard, tu sors, tu m'embrasses? Si par hasard, tu penses au passé, tu rêves de mon corps, et tu rêves de l'été. Et si par hasard, tu veux plus m'ignorer, eh ben je cours dans tes bras, je promets de t'aimer. Et si par hasard, et si par hasard, et si par hasard, et si par hasard, tu sors, tu m'embrasses? C'était le titre Par hasard, issu de l'album Dopalova du duo Dopamoon. Un titre qui nous fait voyager finalement jusqu'au Canada avec Francesca Blanchard. C'est un des premiers titres, je crois, qu'on ait fait sur le nouvel album. Il était assez fluide, celui-là, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a sorti en premier single, parce que voilà, il représentait bien ce qu'on voulait dire. Et puis c'est important aussi pour nous de dire qu'on est français. Alors Francesca, elle est québécoise, mais en tout cas voilà, c'est francophone, donc c'était important aussi pour nous de réaffirmer, voilà, de montrer d'où on était. Et je pense que même si on peut pas dire qu'on fait un album de chansons françaises ou de variétés françaises, évidemment, c'est important quand même je pense que c'est une sorte de French touch, un peu nouvelle génération en quelque sorte. Et voilà, il y a des groupes comme La Femme ou L'Impératrice, voilà, qui arrivent à s'exporter en chantant en français. Et voilà, je pense que cette chanson-là, elle avait un peu à cocher certaines cases, voilà, qui peuvent parler à des étrangers qui sont en Asie ou aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et pour nous, voilà, c'était important d'avoir un peu cette chanson un peu manifeste. En tout cas, c'était l'un des morceaux qui était qui coulait, quoi, qui était facile à faire. C'est allé assez vite. En tout cas, pour reprendre le terme que tu as utilisé, c'est un manifeste. Et c'est vrai que dans cet album-là, on voyage presque, si je puis dire, à travers le monde, ou en tout cas à travers plusieurs cultures, parce que il y a autant, vous avez un Brésilien qui est avec vous, il y a aussi les États-Unis, il y a le Japon. Comment est-ce que vous travaillez avec ces personnes? Est-ce que vous les connaissiez avant, ou vous les avez vraiment découverts quand vous aviez besoin d'interprètes et de voix et de textes? Il y en a dont on est plus ou moins proche. Francesca Blanchard, en vrai, on la connaissait pas très bien, mais il y avait une chanson qu'elle avait faite qu'on avait adorée.
Et elle est dans un registre d'habitude peut-être un peu plus sérieux. Mais elle avait fait une chanson dont le nom m'échappe là, mais qui était justement un peu plus yéyé, un peu plus fantaisiste, un peu plus aguicheur. Et on avait, et voilà, on s'est dit que ça serait bien d'avoir, voilà, de briefer une québécoise pour avoir ce côté justement un peu dragueur, un peu dragueuse. Et en plus, c'est vrai que vu de France, il y a souvent le mythe que les Québécoises sont plus à l'aise dans la drague que les Françaises, en tout cas voilà, qu'elles n'hésitent pas à aller draguer les mecs. Et donc voilà, on l'a un peu branché sur ce thème-là et on s'est dit voilà, prends le pouvoir et le côté voilà, renverse un peu le point de vue. Et voilà, et ce qu'on voulait, c'était avoir le point de vue d'une femme qui drague, qui se sent sexy, qui parfois se sent rejetée, voilà, mais qui s'amuse, qui avance, qui va de l'avant. Et voilà, et on n'a quasi rien retouché à ces prises de voix parce que c'était très fluide et très imagé et assez magique en fait. Et vous évoquiez aussi tout à l'heure les collaborations françaises, et il y en a aussi sur cet album-là, notamment avec Romain Muller et Napké. Avec Romain Muller, on évolue dans la nuit avec le titre Chat dans la nuit. Et je sens la chaleur de ce corps couler, la sueur sur mon corps et danser jusqu'à la mort. Tout à fait. Ce qui nous a beaucoup fait rigoler avec Virgile, en fait, c'est qu'on était en studio et on a reçu les pistes de Romain. Et alors, il y a eu, entre guillemets, 2 erreurs sur ce titre, mais qu'on a gardé et qui font... C'est pour ça, d'ailleurs, que l'album s'appelle Chat dans la nuit. En réalité, il dit pas chat dans la nuit, il dit j'attends la nuit. Mais la façon dont il le prononce, plus le filtre qu'on a mis, on a l'impression qu'il dit chat. Et on trouvait voilà que c'était marrant cette hallucination auditive parce qu'il y avait un côté catwalk, un côté félin, un côté ouais, on avance à pas de velours. En plus, c'est un peu ce qu'il dit quand même dans la chanson, donc voilà, on s'est dit qu'on n'avait pas complètement halluciné. Et puis je vais laisser Virgile raconter, mais c'est vrai qu'on a eu, enfin, il y a une erreur qu'on a gardée sur le rythme, et ça c'est voilà, c'est le petit truc de production qui fait que ça nous fait marrer, qu'au final, voilà, il y a beaucoup d'erreurs qu'on a mis en exergue, qu'on a mis en lumière en fait chez Dopamoon, et c'est ça qui rend le côté un peu zinzin parfois. Tout à fait. Bah, en fait, j'ai flippé. En fait, j'ai fait une erreur quand j'ai reçu les voix, les pistes, quoi. Sans faire exprès, j'ai tout décalé par rapport à la musique. Et on a continué à travailler comme ça avec les voix décalées. Et nous, ça nous allait très bien. En revanche, quand on l'a fait écouter ensuite à Romain, lui, il nous dit ouais, c'est cool les gars, mais toutes les voix sont décalées. Et là, mais j'ai flippé comme un fou. J'étais oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, la catastrophe et tout. Je savais plus où me mettre. Et donc on a réécouté les premières démos de Romain, qui elle était calée à sa façon. Et en fait, on s'est dit mais non, mais on préfère le côté décalé. Du coup, ça groove plus, ça rebondit. Et bon, il a mis un peu de temps, mais petit à petit, il nous a envoyé un mail pour nous dire ouais, en fait, vous avez raison, ça marche carrément. On aurait voulu le faire, qu'on n'y serait pas arrivé. Donc c'est ça, voilà, on apprend, voilà. Voilà, c'est pas qu'on apprend de nos erreurs, mais en tout cas, on apprend à faire parfois avec certaines erreurs. Et ça, c'est un très bon exemple, voilà, qui est très drôle parce que la chanson, elle a un rythme particulier et en plus, je félicite Virgile parce que cette chanson-là, pour moi, elle a un truc très unique. C'est qu'en réalité, elle tourne sur une seule boucle de basse. Et pourtant, on a une intro, un couplet, un pré-refrain, un refrain, un solo, un break. Voilà, donc elle est très riche. La construction semble assez classique, comme une chanson des Beatles ou d'Elton John ou d'Oasis, alors qu'en réalité, elle tourne sur une boucle. Vraiment, elle tourne sur une boucle littéralement de A à Z. Et en plus, on a fait cette erreur de rythme, mais à l'oreille,
personne ne s'en rend vraiment compte et ça a l'air plutôt fluide. Mais voilà, ce côté un petit peu saccadé, un peu bizarre, un peu catwalk vient sûrement de là et c'est ça qui nous plaît beaucoup, quoi. Mais on saurait pas le refaire. En même temps, c'est aussi ça la magie. Et c'est vrai, regarde, quand vous parlez des erreurs qu'on n'avait pas forcément prévues. Ben, il y a bien tout un courant artistique qui existe de bugs faits par ordinateur. Donc en fait, tout est possible. Bien sûr. Alors parfois c'est l'ordinateur, mais en réalité c'est plutôt généralement notre oreille, notre cerveau, notre main qui fait une erreur. Et voilà. Et après, si c'est pas complètement n'importe quoi, c'est ça qui fait le charme, voilà, qui fait le sel de la vie, qui rend la chanson unique. Voilà, si tout est trop clean, trop propre, trop parfait, c'est moins amusant. Et voilà, il y a beaucoup de chansons de l'album sur cet album où c'est pas complètement juste, c'est pas complètement droit, voilà, mais c'est ça qui fait que c'est vivant, quoi. Ouais. Et je continue justement avec les personnes françaises qui vous ont accompagné pour cet album. Il y a aussi, je le disais, Napkié, qui on a presque l'impression d'entendre une comptine avec le titre Encore, mais une comptine avec bien plus de rythme et qui cette fois, au lieu de nous donner envie de dormir, nous donne envie de danser. Ouais, tout à fait. C'est vrai que Napki, d'habitude, ils sont dans un registre peut-être un peu plus pop, un peu plus dream, un peu plus love, un peu plus premier degré peut-être. Et nous, on a voulu les pousser dans un truc effectivement un peu plus psychédélique, tout en gardant effectivement le côté comptine. C'est vrai que moi, cette chanson, je sais pas pourquoi, elle me fait souvent penser à un truc un peu genre un générique de dessin animé ou un générique des Teletubbies. Il y a ce côté un peu ça peut parler à des enfants, ça ressemble à une comptine, mais en même temps c'est très psychédélique. On a l'impression d'avoir des visions, d'être sous LSD, c'est très coloré. Il y a des filtres, il y a des chœurs. Et en même temps, voilà, c'est une chanson qui parle du printemps, du soleil, du cycle des saisons. Et voilà, et je trouvais que qu'on pouvait la comprendre sous différents angles. Et voilà, je trouve que ça marche bien. Et Justine, la chanteuse de Napki, a en plus une voix, un timbre de voix que j'aime beaucoup. Effectivement, on pourrait presque croire que c'est une adolescente ou voir une enfant. Et je trouvais voilà que c'était assez magique. Et je suis particulièrement content justement de ce qu'a réussi à faire Virgile sur les voix, sur les chœurs, et de rendre le truc très psychédélique. Et d'ailleurs, c'est la chanson qui est peut-être qui rend le plus hommage à notre Plaisir de France, à notre ami Plaisir de France, justement, qui nous a aidés sur le premier album, parce que il est assez fort pour faire ce genre de ritournelle un peu psychédélique. Et voilà, c'est peut-être la chanson qui fait le plus référence voilà, à l'univers Plaisir de France qui nous a beaucoup façonné sur le premier album, quoi. Dans cet album, il y a 11 titres. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont demandé plus de versions ou plus d'allers-retours ? Là, je vais laisser Virgile dire, parce que en plus, il me dit pas tout. Il est gentil, parfois on passe de la V27 à la V42 et j'ai pas eu les versions intermédiaires, mais je vois bien qu'il a travaillé. Donc je vais laisser Attends, je réfléchis. C'est vrai que le morceau avec Koumi a pris plus de temps que les autres peut-être, parce que quand je l'ai enregistré, on a fait énormément de prises et après de refaire le tri, c'est vrai que ça m'a pris du temps de trouver la bonne voix, le bon passage, et c'était un peu un vrai casse-tête. Sinon, je réfléchis, hein. Peut-être effectivement que la première et la dernière chanson de l'album sont celles qui nous ont demandé le plus de travail.
pas forcément pour les mêmes raisons. La première chanson de l'album qui ouvre l'album, c'est celle avec Soomti, Mash Up the Place. Soomti, elle a été voilà, très pro, on a eu très peu de pistes, c'était très concis. Voilà, c'est quelqu'un qui vient des sound systems, reggae, dancehall, dub, voilà, qui a un côté très punk. Voilà, donc on a vraiment reçu peu de choses, mais en même temps c'était très riche. Et donc on a eu beaucoup de travail, d'arrangement autour pour en faire une vraie chanson. Ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de travail et je pense que c'est pour ça qu'on l'a mis aussi en première position de l'album parce que c'est peut-être celle dont on est le plus fier parce que on pensait pas un jour qu'on arriverait à faire une chanson comme ça. Et effectivement, la dernière de l'album, qui est celle avec Kumi Solo, moi je l'adore parce que effectivement, même si dans le travail de production, d'editing, ça a été assez technique, ce que j'adore justement, c'est elle a l'air très très simple, on dirait une chanson de karaoké, une chanson pour enfants, on dirait une chanson ouais pour faire de l'aérobic. Voilà, elle a l'air relativement simple. Il n'y a pas trop d'arrangement en plus, voilà. Mais en réalité, que ça soit sur la voix de Kumi ou sur certains sons, par exemple le son du petit instrument d'ailleurs qui est africain, non pas japonais, qui ouvre la chanson et qui fait les gimmicks. Pareil, on a mis beaucoup de temps à trouver la bonne texture. Je sais que ça, j'ai été assez pénible. Le kalimba. Avec Virgile et avec le mixeur qu'on remercie, Henri Benoît, de son nom d'artiste Le Wanderer. Voilà, j'ai été assez pointilleux parce que j'avais un truc en tête, mais j'arrivais pas forcément à l'exprimer. Et la texture, maintenant, elle est parfaite, mais on a mis beaucoup, beaucoup de temps en tâtonnant pour trouver cette texture un peu plastique, un peu, je sais pas, moi qui m'évoquais des choses un peu de piñata ou de confettis, de fêtes d'enfants, de fêtes d'anniversaire. Et je voyais des choses très colorées, mais j'arrivais pas à l'exprimer. Voilà, et ça, voilà, je suis content qu'on soit arrivé en tout cas, à matcher ce que j'avais en tête et que je n'arrivais pas à exprimer. Un autre qui a été compliqué aussi un peu, c'était le premier morceau instrumental, Honda Shock. Celui-là, je pense qu'on est arrivé à la version 70 ou je sais plus combien, mais celle-là, on a vraiment mis un temps fou pour trouver le son du morceau. Pourtant, on avait la musique, on avait tout, on avait la bonne guitare, on avait la bonne basse, la bonne batterie, mais c'était très dur d'arriver à trouver le bon son final, quoi. Ouais, voilà, il fallait que ça semble simple. Et quand on l'écoute maintenant, ça a l'air simple. Mais effectivement, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à l'arranger, à le mixer. Je pense aussi qu'on a un peu, voilà, c'était une chanson compliquée pour la bonne et simple raison que c'est aussi une des premières qu'on a faites sur ce nouvel album et on devait un peu s'affranchir, s'émanciper de l'influence de Julien sur le premier album qui nous avait beaucoup épaulé. Et là, on était un peu livré à nous-mêmes et donc, voilà, on savait pas bien faire, donc on a dû repasser plusieurs couches. On a fait des erreurs, voilà. Mais on y arrivait. Et je pense que c'est ça qui est satisfaisant, voilà, c'est de se dire, on y est quand même arrivé. Et maintenant, quand on écoute le morceau, il a l'air facile. On se dit, franchement, c'est pas très compliqué. C'est 3 riffs, voilà, et un break. Ça a pas l'air d'être un morceau avec une structure hallucinante, mais pourtant, voilà, il a demandé beaucoup de travail. Et voilà. Et le fait qu'il n'y ait pas de voix aussi, c'était ça le challenge, de faire un morceau qui marche, mais sans voix, qu'on s'embête pas une seule seconde. Tout à fait. C'est vrai que parfois, quand on n'a pas de voix, il y a 2 morceaux sur l'album où il n'y a pas de voix. Au final, c'est pas forcément plus évident parce que justement, il faut arriver à raconter quelque chose sans faire. Voilà. Justement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie de découvrir ces 11 titres, dont certains où ils vont voyager rien qu'avec les notes et les instruments, est-ce que vous avez un moment ou un endroit à leur recommander? Sur la plage, je dirais. Sur une terrasse au bord de la mer. Autant ça peut être écouté. C'est assez solaire quand même, moi je trouve.
je pense que c'est aussi l'une des touches de Dopamoon, que c'est très, il y a un côté solaire, joyeux, festif. Donc oui, moi je dirais plutôt sous le soleil, avec une petite bière, un petit cocktail. Ouais, voilà, c'est vrai on nous le dit souvent, il y a un côté tropical, solaire ou Ouais. exotique dans notre musique. Bon, en réalité, il a été fait à Paris. Parfois, le matin, il pleuvait, on était sobre, Ouais. on avait juste bu un café. On n'était pas du tout forcément dans une ambiance festive, hein, mais c'est ça, c'est ça la magie de la musique, c'est que parfois, suffit juste d'avoir deux petites étincelles et un mardi matin à 10h, on peut faire un truc qui nous transporte à l'autre bout de la planète, alors qu'en réalité, dehors il pleut, on a une mauvaise journée, Il fait froid. il fait froid, il y a plein de problèmes, voilà. Mais non, je sais pas, ça peut être en vrai, ça peut s'écouter à Paris en faisant du vélo, sur les quais de Seine. Voilà, ça peut s'écouter un peu partout et je pense que c'est un peu la force. C'est pour ça que je disais que c'était un peu de la French Touch en réalité, parce que la French Touch, ça veut un peu tout et rien dire. Voilà, on est des Français, on est des producteurs, mais au final, ça peut s'adresser à un public assez large, je pense, et d'ailleurs, on le voit bien sur les écoutes à l'étranger. On voit bien d'ailleurs qu'il y a des gens du monde entier, d'univers, d'horizons très différents qui tombent sur notre musique et qui hallucinent en fait. Il y a un petit côté hallucinant et c'est ça vraiment qui nous fait marrer, quoi. En même temps, c'est le pouvoir de la musique aussi de voyager. Tout à fait. Ah oui, ça c'est sûr. On a tiré le fil un peu de votre parcours, alors version très accélérée, parce que vous avez fait bien plus de choses, ça a pris bien plus de temps que cette interview. Mais justement, qu'est-ce que vous diriez à vous, enfants, qui débutent la musique, qui commencent un peu à s'y intéresser, si vous pouviez leur parler? Ouais, moi je dirais au petit Virgile, je dirais lâche pas, mais j'ai toujours pas quand même le sentiment d'être arrivé. Pour l'instant, on est en plein voyage, donc mais en tout cas lâche pas, ouais, parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire de la musique toute sa vie. Par exemple, moi au début, j'ai fait beaucoup de musique à l'image, des musiques de documentaires. Et c'est vrai que à cette époque-là, je m'imaginais pas forcément avoir fait Dopamoon avec Francesca, et ça fait bien plaisir. Ouais, je pense que là, il y a un côté travail, un côté persévérance quand même dans notre parcours, dans notre musique, mais qui à la fin est satisfaisant et jouissif. Voilà, nous, en tout cas, nous deux, on est fiers de la musique qu'on a réussi à produire, même si on ne sait pas forcément comment on l'a fait, comment on y est arrivé. Il y a un côté un peu magique, voilà, un peu aléatoire. Mais oui, en tout cas, l'enseignement qu'on retire de ce qu'on a fait avec Dopamoon, c'est que il faut essayer. On fait des choses, on essaye, on avance. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais on a ce côté très ludique, très enfantin. On se considère pas vraiment comme des professionnels, et le fait qu'on arrive à proposer une musique qui nous semble unique dans le paysage artistique actuel, fait qu'on a envie de continuer. Et on se dit c'est ça aussi, voilà, c'est ça la force de l'art, c'est d'arriver à faire des choses qui n'ont peut-être pas déjà été faites et que le cerveau humain avait pas envisagé, et que notre cerveau était pas capable de concevoir, mais en le laissant divaguer et puis en le combinant avec d'autres cerveaux, que ce soit celui de Virgile, celui de chanteur, parfois celui de remixeur, celui du mixeur, du mec au mastering aussi en Suède, font que toute cette alchimie, toute cette superposition de grilles de lecture, de parcours, de vision. Parfois on a un alignement de planètes qui est magique, et parfois ça crée des choses qui ont un petit côté magique, et on aime bien le côté un peu épiphanie dans la musique. On se dit tiens, à un moment il y
on arrive à voir la lumière, quoi. Et ça, c'est beau, la, ce que tu la dis. plus grande, la plus grande des récompenses. Eh ben, merci beaucoup, Francesca et Virgile, d'avoir été avec moi. Avec plaisir, merci à beaucoup pour toi. l'invitation. Alors, je le rappelle, votre album Super. Dopalova est disponible sur toutes les plateformes. Je vous propose qu'on se quitte en musique et je vous laisse même choisir le titre et l'introduire. Allez, Virgile. Ah. Je dirais Mash Up the Place. Ouais, bonne idée. on est très fiers de ce titre et Virgile a fait un super travail parce qu'en fait, pour la petite histoire, ce morceau, on a inséré une sorte de faux sample dedans, donc il vient ponctuer le morceau, donc il le débute et puis il arrive plusieurs fois, 3, 4 fois dans le morceau, avec des guitares, avec une suite d'accords un peu simple, qui a un côté un peu 60s, voilà, et qu'on a texturé, voilà, on était content, voilà. Oui, on s'est samplé nous-mêmes, quoi. Voilà, on s'est auto-samplé et c'était important pour nous, voilà, de prendre un peu de la distance par rapport à notre musique, voilà, et c'était assez drôle d'avoir cette vision, cette vue, voilà, et de nous mettre un peu à distance par rapport à notre musique. Et voilà, je sais toujours pas comment Virgile a fait pour réussir à faire ce super sample et l'insérer aussi bien dans la chanson. C'est voilà, tous les deux. J'écoute, je suis très content. C'est tous les deux. Et on a eu beaucoup de chance que Soumti accepte l'invitation et aille dans un registre. Pareil, on l'a poussé un peu dans ses retranchements parce qu'elle, elle est plus reggae, dub, dancehall. C'est un système d'habitude. Et là, on lui a demandé quelque chose qui était beaucoup plus Michael Jackson, Motown, ou dans des choses plus récentes, Avalanches ou Jamie XX, voilà. Mais en tout cas, avec une voix très aiguë, un peu falsetto, un peu Minnie Riperton. Et on lui a demandé, voilà, de faire un truc très joyeux, très cartoon. Et puis, voilà. Il y a un côté country aussi. Ça, c'était nickel. Ouais, on a un côté country aussi dans ce morceau, je trouve. C'est vrai. Tu vois, on en revient Pourtant, à voilà, la c'est une culture indienne française. qui vient d'Écosse et qui fait du reggae. Voilà, donc comme quoi. En tout cas, on a été gâtés avec Soumti, ça c'est sûr. Eh ben, Tout je vous à fait. propose qu'on écoute ce titre. Merci beaucoup, en tout cas, Dopamoon, d'avoir été avec moi. Merci à toi. beaucoup, Elsa. Today's gonna be a mighty fine day. I can feel it in my heart, I can feel it in my shoes. Yeah. The sun is shining, and today that sun is gonna shine on me, and it's gonna shine on you, my friend. I'm getting up and ready, and I'm ready to go. Call me and I'll tell you what you want to know. Walking, talking, and I'm rocking your door. Waiting for an answer, but you're not at home. Never
making love.